Je sais que ce sera difficile à croire, mais je jure que chaque mot est vrai. J'ai 72 ans et j'ai vécu dans ces collines du Kentucky pendant près de 5 décennies. J'ai vu des choses étranges par ici, mais rien ne m'avait préparé à ce qui est arrivé l'automne dernier lorsque j'ai découvert 2 bébés Bigfoot dans une grotte effondrée. J'habite seul dans une cabane en bois au cœur de la forêt nationale Daniel Boone, à une vingtaine de kilomètres de la ville la plus proche, Harlan, au bout d'un chemin de terre qui devient impraticable en cas de forte pluie. Ma femme, Rebecca, est décédée il y a 10 ans, et mes fils, Michael et David, ont déménagé à Louisville et Nashville. Ils appellent chaque semaine, inquiets pour leur vieux père qui vit seul, mais je suis parfaitement autonome. La vérité, c'est que je préfère cette existence isolée. J'ai mes petites habitudes qui structurent mes journées. Les promenades matinales avant l'aube, mon potager en été, la lecture à la lueur de la lampe le soir. C'est une vie simple et elle me convient. Le tremblement de terre a eu lieu un jeudi après-midi, fin septembre. J'étais sur mon porche en train de boire mon café, observant les buses à queue rousse tournoyer au-dessus de moi, quand le sol s'est mis à trembler. Au début, j'ai cru que c'était des engins forestiers, mais la secousse s'est intensifiée de façon spectaculaire. Ma tasse de café a vibré sur la table avant de se briser par terre. La cabane a gémi comme une créature en souffrance. Les arbres entourant ma propriété se balançaient violemment, leurs troncs se pliant de manière invraisemblable. Des nuées d'oiseaux paniqués se sont envolés des branches. Au loin, j'ai entendu le fracas assourdissant d'arbres qui s'abattaient. Le séisme a duré peut-être 1 minute, bien que cela m'ait paru une éternité. Mon cœur battait la chamade, et je retenais mon souffle en attendant que ça s'arrête. Quand ce fut enfin le cas, le silence soudain qui s'ensuivit était presque aussi troublant. Je suis resté assis là plusieurs minutes, essayant de calmer mon pouls et de rassembler mes esprits. J'avais déjà connu des secousses mineures, mais rien de cette ampleur. C'était tout à fait différent. Une fois que mes mains ont cessé de trembler, je me suis levé sur des jambes flageolantes et j'ai évalué les dégâts. La cabane semblait structurellement saine, juste une fissure dans les fondations et des objets tombés des étagères. Mais la forêt environnante était dévastée. Des chênes massifs de plus de 100 ans avaient été déracinés et gisaient sur le sol comme des géants déchus. Des arbres plus petits s'étaient brisés en deux, leurs troncs éclatés pointant vers le ciel comme des os brisés. Le sol lui-même avait subtilement changé. De nouvelles dépressions et surélévations étaient apparues là où la terre s'était tassée différemment. Le paysage familier s'était transformé en un lieu méconnaissable. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. J'étais allongé dans mon lit, écoutant la cabane craquer, sursautant au moindre bruit. Mon esprit revenait sans cesse aux grottes de calcaire situées à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de ma propriété. Je les avais découvertes des années auparavant en achetant ce terrain. Ces grottes s'étaient formées au fil des millénaires, creusées par des cours d'eau souterrains dissolvant le calcaire tendre, créant de vastes chambres et tunnels. L'entrée principale faisait 2,50 m de haut sur près de 2 mètres de large, mais d'innombrables tunnels plus petits partaient dans l'obscurité. Les historiens locaux disaient que les Amérindiens les utilisaient comme abris et que des déserteurs confédérés s'y étaient cachés pendant la guerre de sécession. Le comté avait installé des panneaux d'avertissement après que quelqu'un se soit perdu dans les galeries dans les années 90. J'avais visité les grottes de nombreuses fois au fil des ans, en restant toujours près de l'entrée. Maintenant, allongé et éveillé, je ne cessais de penser que le tremblement de terre avait pu les faire s'effondrer. Le calcaire est notoirement instable, sensible au mouvement du soubassement rocheux, et si quelqu'un s'était trouvé à l'intérieur à ce moment-là? Cette possibilité me rongeait. Je savais que c'était peu probable, mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que je devais aller vérifier. À l'aube, j'avais pris ma décision. J'allais marcher jusqu'aux grottes pour évaluer la situation. À 72 ans, je connaissais les défis qui m'attendaient. 10 kilomètres sur un terrain accidenté et endommagé par le séisme, ce n'était pas une mince affaire.
Mais je parcourais ces collines depuis des décennies. Mes jambes étaient encore solides grâce à mes randonnées quotidiennes. 10 kilomètres, c'était difficile, mais pas impossible. Après le petit déjeuner, je me suis préparé méthodiquement pour l'expédition. J'ai rempli mon sac à dos avec de l'eau, des sandwichs, des pommes, des barres énergétiques, une lampe de poche puissante avec des piles de rechange, une corde, une trousse de premier secours, des allumettes étanches et mon couteau de chasse. Je me suis habillé en plusieurs couches, j'ai attrapé mon bâton de marche en chêne que j'avais taillé il y a des années et je me suis enfoncé dans la forêt. L'air du matin était vif et pur, portant l'odeur du pin et de la terre humide. En temps normal, le temps aurait été parfait pour une randonnée, avec un ciel bleu clair et des températures agréables. Mais les dégâts du séisme étaient partout. D'énormes arbres bloquaient des sentiers familiers que j'avais empruntés des centaines de fois, m'obligeant à trouver d'autres chemins à travers les sous-bois denses. Des cours d'eau avaient été complètement déviés par les débris et coulaient maintenant dans des directions totalement différentes. Les flancs des collines montraient des cicatrices fraîches, là où la terre avait glissé lors de petits éboulements. Ce qui aurait dû être une randonnée de 3 heures s'est transformé en une marche de près de 5 heures, exténuante, à force de contourner les obstacles. Mes genoux me faisaient mal, à force de grimper constamment par-dessus d'immenses troncs d'arbres. J'avais mal aux épaules à cause du poids du sac à dos et je sentais des ampoules se former malgré mes bonnes chaussures. Mais j'ai continué, m'arrêtant fréquemment pour me reposer et boire de l'eau, me rappelant que rien ne pressait. Quand j'ai enfin atteint la zone des grottes, mes pires craintes se sont immédiatement confirmées. L'entrée principale s'était complètement effondrée sur elle-même. Là où se trouvait une impressionnante ouverture de 2,50 m, il n'y avait plus qu'un tas chaotique de blocs de calcaire brisés et de terre meuble. D'autres entrées plus petites, dont je me souvenais, étaient également ensevelies sous des tonnes de roches. Je suis resté là un long moment, appuyé sur mon bâton, reprenant mon souffle après la difficile randonnée, à contempler la destruction et à essayer de comprendre ce que le séisme avait accompli en moins d'1 minute. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu, un son provenant de quelque part à l'intérieur du tas de décombres. Faible, étouffé par les couches de roches, mais bien présent. Quelque chose de vivant était piégé à l'intérieur. Mon rythme cardiaque s'est immédiatement accéléré, tandis que l'adrénaline inondait mon système. Je me suis approché, marchant prudemment sur les pierres instables, et j'ai collé mon oreille contre les interstices entre les plus gros rochers. Le son s'est fait entendre à nouveau, un peu plus clair cette fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu, pas tout à fait humain, pas tout à fait animal. Quelque chose entre les deux, quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Sans me laisser le temps de trop réfléchir, j'ai commencé à dégager les pierres à main nue, m'efforçant de créer une ouverture assez grande pour voir à travers. Les pierres étaient lourdes, beaucoup nécessitant mes 2 mains et toute ma force pour être déplacé. Mon dos hurlait de douleur alors que je me penchais et soulevais sans cesse. La sueur coulait sur mon visage malgré la température fraîche. Mes mains sont devenues écorchées et en sang au contact des surfaces rugueuses du calcaire. Mais j'ai continué, poussé par ces bruits venant de l'intérieur. Après une vingtaine de minutes d'un travail épuisant, j'avais réussi à créer une petite ouverture d'environ 60 cm de large. J'ai sorti ma lampe de poche de mon sac à dos avec des mains tremblantes, je l'ai allumée et j'ai projeté le faisceau dans l'obscurité. Ce que j'ai vu m'a complètement figé sur place, mon esprit luttant pour accepter l'impossible. Une créature gisait sur le sol de la grotte, juste derrière mon ouverture. Elle devait mesurer au moins 2,50 m, peut-être plus, et était entièrement recouverte d'une épaisse fourrure brun-roux foncé. Une énorme plaque de calcaire lui était tombée sur le torse, écrasant de toute évidence ses organes vitaux et la tuant sur le coup. Mais c'est son visage qui a retenu mon attention, qui m'a coupé le souffle. Ses traits étaient presque humains, mais pas tout à fait. Il y avait un nez plat et large, une arcade sourcilière proéminente et une mâchoire massive suggérant une force de morsure prodigieuse.
C'était un Bigfoot, un vrai Bigfoot, pas un costume ou un ours mal identifié, mais un authentique primate inconnu. Et il était mort, tué par l'effondrement de la grotte. Mais j'ai alors entendu le son à nouveau, venant de plus profond dans la cavité. Je me suis glissé à travers l'ouverture, m'écorchant douloureusement les épaules contre la pierre rugueuse, le cœur battant si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. J'ai avancé à quatre pattes, éclairant devant moi avec ma lampe, et c'est là que je les ai trouvés, blottis contre la paroi du fond. Deux minuscules créatures, pas plus grandes que des nouveau-nés humains. Elles étaient couvertes d'un duvet doux qui paraissait brun doré à la lumière de la LED. Leurs yeux étaient plissés pour se protéger de la lumière vive, et ils poussaient des petits gémissements plaintifs qui m'ont fendu le cœur. Ils étaient en train de téter leur mère décédée lorsque le séisme a frappé et avait survécu, on ne sait comment, dans cette petite poche d'espace protégée. Je me suis agenouillé là, dans l'obscurité et la poussière, éclairant ces créatures d'une beauté impossible, essayant désespérément de comprendre ce que je voyais. Ils étaient réels, Bigfoot était réel, et ces deux bébés sans défense étaient orphelins, seuls, et probablement en train de mourir lentement de déshydratation et de froid. Sans prendre de décision consciente, agissant purement par instinct et par compassion, j'ai prudemment enlevé ma veste et j'ai délicatement enveloppé les deux bébés dans le tissu chaud. Ils ont gémi et se sont tortillés, mais n'ont pas résisté. Je pouvais les sentir trembler, leur petit corps ayant désespérément besoin de la chaleur et de la protection qu'ils avaient perdue à la mort de leur mère. Je me suis faufilé à nouveau à travers l'ouverture étroite, les serrant précieusement contre ma poitrine. Je suis sorti à la lumière de l'après-midi et j'ai entamé la longue et difficile marche de retour vers ma cabane. Le trajet du retour fut considérablement plus difficile que l'aller. Je me déplaçais lentement et prudemment, hyper conscient de la précieuse cargaison contre ma poitrine, m'arrêtant toutes les heures pour vérifier qu'ils respiraient encore. Ils sont restés remarquablement silencieux, nichés dans les plis de ma veste, émettant parfois de légers bruits, mais conservant leur énergie. Le soleil se couchait lorsque j'ai enfin émergé de la forêt dans la clairière, autour de ma cabane, peignant le ciel d'un orange et d'un rose éclatant. Mes jambes tremblaient d'épuisement, et j'avais l'impression que mon dos allait lâcher, mais j'avais réussi. Je les ai immédiatement rentrés, j'ai ravivé le feu dans le poêle à bois jusqu'à ce qu'ils rugissent, et je les ai délicatement déposés sur un nid de couverture douce près de l'âtre, là où la chaleur était la plus forte. À la chaude lueur du feu, je pouvais les voir clairement pour la première fois. Ils avaient de minuscules mains parfaitement formées, avec des pouces opposables, des doigts qui s'agrippaient par réflexe à l'air. Leur visage était remarquablement humain par certains aspects, avec des traits expressifs capables de transmettre des émotions, mais distinctement non humains par d'autres, avec des nez plats et des arcades sourcilières prononcées comme leur mère. Leurs yeux, lorsqu'ils les ont brièvement ouverts pour me regarder, révélaient une intelligence indubitable et profondément émouvante. J'ai fait chauffer du lait de vache sur le poêle, les laisser refroidir à température corporelle et j'ai utilisé un compte-gouttes propre pour leur donner quelques gouttes à la fois. Ils ont pris le lait avec avidité, leur petite bouche travaillant et leur gorge déglutissant, émettant de légers grognements qui semblaient exprimer satisfaction et soulagement. Au cours des semaines suivantes, je me suis entièrement consacré à les maintenir en vie. Je les nourrissais toutes les quelques heures, jour et nuit. Je les gardais au chaud près du feu. Je les nettoyais doucement. Ils ont repris des forces à une vitesse remarquable. En une semaine, ils rampèrent sur le plancher de la cabane, explorant tout avec leurs mains étonnamment agiles. Je les ai appelés Rusty et Smoke, en raison de leur couleur brun-roux. Rusty était légèrement plus grand et plus aventureux, repoussant toujours les limites. Smoke était plus petit et plus prudent, mais aussi plus affectueux, cherchant souvent le contact physique. Les semaines se sont transformées en mois, et ils ont grandi à une vitesse stupéfiante. À 3 mois, ils avaient la taille de jeunes enfants et marchaient debout avec un équilibre parfait. Leur intelligence devenait de plus en plus évidente.
Il suffisait que je leur montre quelque chose une fois pour qu'ils comprennent immédiatement. Ils ont appris à ouvrir les portes, à utiliser les toilettes extérieures, et même à aider pour des tâches simples comme empiler le bois de chauffage. Leurs personnalités se sont affirmées. Rusty était audacieux et joueur, testant constamment les limites. Smoke était réfléchi et doux, s'asseyant souvent en silence pour me regarder travailler avec une attention concentrée. Ils ont développé des vocalisations complexes pour communiquer. Pas seulement des grognements instinctifs, mais des sons spécifiques avec des significations distinctes. Un certain pépiment signifiait la faim. Un bourdonnement grave indiquait le contentement. Un aboiement sec avertissait d'un danger. Il développait activement un langage sous mes yeux. À 6 mois, il mesurait 1,20 m et possédait une force incroyable. Ils pouvaient soulever des objets que je ne pouvais pas bouger, leurs muscles denses et puissants sous leur fourrure. Un développement intéressant s'est produit à mesure qu'ils grandissaient. Ils ont commencé à m'apprendre des choses, inversant nos rôles. Ils m'ont montré quelles plantes de la forêt étaient comestibles et lesquelles étaient toxiques, un savoir qui semblait provenir d'une profonde mémoire génétique. Ils m'ont appris à pister les animaux à l'odeur, en suivant des pistes invisibles pour mon nez. Ils m'ont montré des techniques pour me déplacer silencieusement dans les sous-bois. Ils possédaient des instincts et des connaissances ancestrales encodées dans leur ADN. L'hiver est arrivé et nous avons passé de longues soirées au coin du feu. Je leur lisais des histoires à voix haute et ils écoutaient attentivement, leurs yeux intelligents suivant les pages comme s'ils comprenaient le concept de langage écrit. Ils tentaient d'imiter mes mots, bien que leur anatomie vocale ne puisse pas former correctement la parole humaine. Pourtant, ils essayaient sincèrement, produisant des sons qui approchaient de mon nom ou de mots simples. C'était à la fois remarquable et déchirant. Au retour du printemps, il mesurait plus d'1,50 m. Rusty devait peser près de 80 kilos, Smoke un peu moins, mais tout de même massif. Ils devenaient trop grands pour ma petite cabane. Ils avaient besoin de plus d'espace, de plus de liberté. J'ai pris conscience que les garder confinés devenait injuste, voire cruel, malgré mon profond attachement. J'ai commencé à les emmener dans de plus longues expéditions au cœur de la nature sauvage, leur apprenant à survivre complètement par eux-mêmes. Ils ont appris vite, construisant des nids pour dormir avec des branches et des feuilles, trouvant des sources de nourriture, s'adaptant à la vie sauvage avec aisance, mais ils revenaient toujours vers moi, cherchant ma compagnie, me traitant clairement comme un membre de leur famille, et à chaque fois, je les accueillais sans hésitation, incapable de les repousser, repoussant l'inévitable séparation. Je me disais que j'étais simplement méticuleux, m'assurant qu'ils étaient vraiment prêts. Mais la vérité était plus simple. Je n'étais pas prêt à les laisser partir. Ils avaient donné un sens profond à ma vie à un moment où je croyais que mes meilleures années étaient derrière moi. Ils m'avaient montré qu'il n'est jamais trop tard pour de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles raisons de se lever chaque matin. Je sais que je devrais bientôt prendre la décision finale. Je les guiderai vers une région sauvage et reculée où ils pourront vivre librement, où ils trouveront peut-être d'autres de leur espèce, où ils pourront vivre la vie qu'ils sont censés vivre. Ce jour-là, ce sera le jour le plus difficile de ma vie. Mais je le ferai parce que je les aime. Je le ferai parce que les laisser partir est la bonne chose à faire. Et je le ferai en sachant que je leur ai donné le meilleur départ possible, que je les ai bien préparés aux défis à venir, que j'ai honoré la confiance que leur mère a placée en moi d'une certaine manière en mourant pour les protéger. Jusqu'à ce que ce jour arrive, je chérirai chaque moment que nous passons ensemble. Chaque repas, chaque promenade dans la forêt, chaque soirée tranquille dans la cabane. Ces moments sont précieux et comptés, et je ne prends aucun d'eux pour acquis. Je vis pleinement le présent, appréciant le cadeau extraordinaire qui m'a été fait. Quand les gens me demandent si je me sens seul en vivant ici, je me contente de sourire et de leur dire que non, parce que j'ai Rusty et Smoke. J'ai une famille.
j'ai de l'amour. Et c'est bien plus que suffisant pour n'importe quel homme.